Il y a des expériences qu'on ne raconte qu'une seule fois. Pas parce qu'elles font peur à raconter, mais parce qu'on a besoin de les mettre quelque part, de les sortir de sa tête, avant qu'elles finissent par tout occuper. Les 3 histoires que tu vas entendre ce soir, elles ne se passent pas dans des maisons hantées, pas dans des films. Elles se passent dans des endroits parfaitement ordinaires. Un motel de bord de route, une forêt nationale, une ruelle derrière une maison. Et dans les 3 cas, quelqu'un ou quelque chose attendait que la victime soit seule. Reste jusqu'au bout. La 3e histoire est la plus courte, et de loin la plus troublante. Mike avait besoin de silence. Des semaines de boulot, de pression, de bruit. Il avait juste besoin de 2 jours dans les montagnes. Il avait déjà fait du camping seul avant, jamais eu le moindre problème. Alors ce soir-là, quand il a entendu des pas tout autour de sa tente, il s'est dit que c'était sûrement un animal. Ce n'était pas un animal. Et au moment où il l'a compris, au petit matin en sortant de la tente, il a entendu plusieurs personnes courir dans les bois. Pas une, plusieurs. Elles avaient attendu là, toute la nuit. Voici ce qui s'est passé. Mike part tôt le matin, seul, direction les Smoky Mountains. Un trailhead isolé, pas de voiture dans le parking. Il aime ça, l'idée d'être le seul. Il commence à marcher. Le temps de s'installer, il fait presque nuit. Il monte sa tente en vitesse, allume un feu. Et là, pour la première fois de la journée, il se détend vraiment. S'mores, bruit d'insectes, vent dans les arbres, le genre de silence qui fait du bien. Jusqu'à ce qu'il entende quelque chose d'autre, des pas. Pas les pas d'un animal, ceux d'un homme. À 30 mètres dans les arbres, une silhouette, debout, immobile, qui le regarde. Mike l'interpelle. L'homme fait un pas en avant dans le halo du feu. Il dit juste « bonsoir ». Un mot, rien d'autre. Puis Mike lui demande s'il campe dans le coin. L'homme répond par une question. « Tu es seul ?» Mike ment. Il dit que des amis arrivent bientôt. L'homme hoche la tête, se retourne, repart dans les bois. Et juste avant de disparaître complètement dans l'obscurité, il s'arrête et il se retourne une dernière fois. Mike ne bouge pas. Il fait semblant de regarder son téléphone, mais il voit l'homme là-bas entre les arbres, qui attend. Finalement, la silhouette disparaît. Mike rentre dans sa tente, se dit qu'il exagère. Puis vient minuit. Les pas reviennent, beaucoup plus proches cette fois, qui font le tour du campement, qui s'arrêtent devant la tente, et une respiration lente. Mike l'entend clairement, pas parce que la personne voulait se faire entendre, mais parce que Mike était tellement en alerte que ses sens captaient tout. Quelqu'un était debout, à quelques centimètres de la toile. Ça dure des heures. Les pas qui reviennent, qui tournent, qui s'arrêtent. Parfois ils s'éloignent. Mike croit que c'est fini, puis ils reviennent. À un moment, il a la sensation qu'il n'y a plus une seule personne dehors, mais qu'il y en a plusieurs. Il reste allongé, immobile, pendant toute la nuit, sans dormir, sans bouger. À l'aube, quand la lumière commence à filtrer, il se lève. Il emballe ses affaires à toute vitesse, les mains qui tremblent. Il sort de la tente, et il entend plusieurs personnes courir dans les bois en même temps. Pas marcher, courir. Il prend ce qu'il peut, laisse le reste et sort du trail en jogging. Atteint sa voiture, s'enferme dedans, s'endort quelques heures plus tard, d'épuisement. Quand il se réveille, il hésite. Il est en plein jour. Il a laissé du matériel sur place. Il retourne au campement. Quand il arrive à l'emplacement exact de sa tente, il n'y a plus rien. Ni la tente, ni le sac de couchage,
ni le réchaud, juste le cercle noir de cendres de son feu, comme si Mike n'avait jamais existé là. Il n'a jamais porté plainte, il est rentré directement chez lui, et depuis, il ne campe plus jamais seul. Il y a une chose que la réceptionniste lui a dite en arrivant. Si quelqu'un frappe à votre porte la nuit, n'ouvrez pas, à moins que ce soit moi ou le propriétaire. Il a trouvé ça bizarre. Elle a dit que c'était à cause de quelques SDF dans le coin. Il a accepté cette explication. Il n'aurait pas dû. Parce que 2 nuits plus tard, sous son lit, il a trouvé un morceau de journal plié. Et dessus, écrit au stylo, son numéro de chambre et la plaque d'immatriculation de son camion. Quelqu'un le suivait depuis le début. Technicien en réfrigération commerciale, envoyé dans une petite ville du nord de la Pennsylvanie pour 3 nuits. Le seul hôtel avec des chambres disponibles est un vieux motel de bord de route. 12 chambres, 4 ou 5 voitures dans le parking. Une seule façade qui donne sur le parking. Il arrive à 19h. Check-in avec la réceptionniste, la soixantaine, l'air distrait. Elle n'arrête pas de regarder vers le parking pendant qu'il remplit sa fiche. C'est là qu'elle lui dit la phrase sur la porte. Il récupère sa clé, chambre tout au fond, avant-dernière. Va chercher de la bouffe à la station-service. Revient vers 20h. Et en marchant vers sa chambre, il remarque un pick-up sombre garé à 2 places du sien. Moteur allumé, phare éteint. Le conducteur ne tourne pas la tête quand il passe. Il reste parfaitement immobile, les 2 mains sur le volant. 22h30, des pas devant sa porte, qui s'arrêtent. 15 secondes de silence, qui repartent, qui reviennent de l'autre sens, qui s'arrêtent encore. Il regarde par le Judas, personne. 23h, un coup frappé à la porte, même rythme, 2 coups. Il regarde par le Judas, couloir vide. C'est là que son regard tombe sur le rideau, légèrement décalé. Quelqu'un pouvait voir à l'intérieur depuis l'extérieur. Il tire le rideau, éteint la lumière. Minuit. Un bruit métallique contre la porte, comme quelqu'un qui travaille une serrure. Il regarde par le Judas, une casquette sombre, une épaule. Quelqu'un accroupi sous le Judas. Il appelle la réception immédiatement. La réceptionniste, d'abord agacée, puis silencieuse quand il dit que quelqu'un est devant sa porte. Elle demande « Vous avez ouvert ?» Le propriétaire fait un tour en voiture. Personne. C'est probablement des gamins. À 5h15 du matin, l'alarme de la portière de son camion se déclenche. Il regarde par la fenêtre. Un homme grand, veste sombre, chapeau. La portière du conducteur à moitié ouverte. L'homme se retourne et regarde droit vers la fenêtre de la chambre, comme s'il savait exactement où était la fenêtre. Il ferme la portière et part en courant vers la route. La police arrive 15 minutes plus tard. Le vieux flic pose une question. « Est-ce que vous avez des caméras ici ?» Il n'y en a qu'une à l'entrée, pas du côté de sa chambre. Il reste parce qu'il est épuisé, il a encore une journée de boulot. La réceptionniste lui propose la chambre 2, près de la réception. Il lui demande pourquoi elle ne lui avait pas proposé ça dès le début. Elle hésite et dit « En général, ça ne se reproduit pas 2 nuits d'affilée. » Il lui demande ce que ça veut dire. Elle fait semblant de s'être mal exprimée. Ce soir-là, vers 20h, il regarde par la fenêtre. Le même pick-up vert sombre, même parking, phare éteint. Il appelle le propriétaire qui répond qu'il ne peut rien faire si le camion n'est pas en train de bloquer quelqu'un. 23h. Quelqu'un tape sur la fenêtre, doucement d'abord. Puis un ongle qui rappelle lentement le verre de haut en bas. Il ne bouge pas dans son lit. Il sait que la personne dehors sait qu'il est là. Puis le bruit passe à la petite fenêtre du cabinet de toilette. Puis la porte de la chambre vide à côté s'ouvre. Il appelle le 17, chuchote. La dispatcheuse lui dit de rester en ligne. Un coup dans le mur partagé, derrière la tête de lit. Comme quelqu'un qui teste l'épaisseur. La fenêtre des toilettes commence à s'ouvrir. Il se lève et la bloque des 2 mains.
Quelque chose pousse depuis l'extérieur, une fois, pas très fort, mais il le sent. Les flics arrivent, des phares balaient les rideaux, il entend courir dehors, au moins 2 personnes. Bilan de la scène, la moustiquaire de sa fenêtre chambre retrouvée dans les buissons, des traces de forçage sur sa portière, des traces de forçage sur la porte de la chambre vide voisine. Et puis, en ramassant son chargeur avant de partir cette nuit-là, il regarde sous le lit. Un carré de journal plié, presque contre le mur. Son numéro de chambre, sa plaque d'immatriculation, écrit au stylo. Le vieux flic lui dit, en privé, qu'ils ont déjà vu ce pick-up. 2 incidents similaires dans les 6 derniers mois, dans le même motel. Des hommes seuls, en déplacement pour le boulot. Dans un cas, la porte de la chambre s'était retrouvée entr'ouverte au matin. Il pensait que le groupe repérait les hommes seuls, dans des bars, sur des chantiers, et attendait qu'ils soient isolés pour nuit. Le flic n'a jamais dit ce qu'il pensait être l'objectif final. Il n'avait pas besoin de le dire. Cette dernière histoire est différente. Pas de forêt, pas de camping. Juste une ruelle derrière une maison ordinaire, et un homme qui l'attendait dans le noir. Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Un homme à qui elle n'avait jamais donné son adresse, et pourtant il était là. Elle raconte cette histoire pour une seule raison. Elle ne sait pas si elle sera encore en vie pour en raconter d'autres. Octobre 2025, elle télécharge Tinder. Un match, Kylian, militaire, pas loin de chez elle. Ils parlent tous les jours, des heures. Et puis, quelques semaines plus tard, il change. Il commence à dire des choses comme « Tu es à moi. Si tu me bloques, je te tue. » Ils ne sont même pas encore sortis ensemble. Un jour, il la supprime de Snapchat. Elle passe à autre chose. 8 semaines plus tard, il la rajoute. Elle accepte, par peur de ce qui pourrait arriver si elle refuse. Il lui écrit « Ça fait 8 semaines que je pense à ton sourire. » Elle répond prudemment, poliment. Elle marche sur des œufs. Il demande à activer la localisation Snapchat pour être sûr qu'elle est en sécurité, dit-il. Elle refuse discrètement. Un jeudi soir, elle rentre chez elle à pied, après une sortie avec un ami. Il la dépose. Elle prend la ruelle derrière sa maison. Il y a un homme dans la ruelle. Elle ne fait pas attention jusqu'à ce qu'il prononce son prénom. Elle s'arrête, répond, demande qui c'est. Elle voit son visage. Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, il l'attrape par le cou, la projette tête la première contre le mur. Il la regarde, lui pose des questions. « T'étais avec qui ? C'était un mec ?» Il resserre. Elle essaie de respirer. Les larmes coulent. Pas par émotion, par manque d'oxygène. Il la lâche, la jette au sol. Elle tousse, cherche de l'air. Elle lève les yeux vers lui. Il n'y a rien dans son regard, aucune émotion. Il s'assoit sur elle, la gifle. Elle regarde le ciel noir. Elle commence à penser à sa chienne décédée. Elle sourit, presque. Elle sent qu'elle va perdre conscience. Et puis, il la lâche brusquement. « Merde, faut que j'y aille. Le dernier bus part dans 3 minutes. » Et il part en courant. Elle reste allongée sur le sol mouillé et froid. Elle essaie d'appeler son meilleur ami. Elle n'arrive pas à parler. Ses cordes vocales ont été tellement comprimées qu'elle ne peut émettre aucun son. Son ami entend juste du bruit. Il vient immédiatement. Elle s'endort sur son canapé en 3 minutes. Il appelle la police pendant qu'elle dort. Le lendemain, au commissariat, elle donne sa déposition. Les flics décident qu'elle est en danger immédiat. Ils lui remettent un dispositif d'alarme, avec géolocalisation, pour qu'il puisse intervenir en temps réel si elle appuie sur le bouton. 3 jours après l'agression, un ami de Kylian la suit dans la rue. Si un ami n'était pas venu la chercher à ce moment-là, la police lui a dit que l'intention de Kylian était de la tuer. Si le dernier bus avait été 10 minutes plus tard, ou s'il avait eu sa propre voiture, elle ne serait probablement pas là. Elle écrit ça pour une seule raison,
au cas où elle finirait par disparaître, pour que quelqu'un sache ce qui s'est passé. Elle n'a jamais donné son adresse, elle n'a jamais posté en ligne qu'elle était chez elle, et pourtant il savait où elle habitait. 3 histoires, 3 personnes seules, 3 endroits différents, et dans les 3 cas, quelqu'un les avait repérés bien avant qu'eux le sachent. Fais attention à qui te regarde, parce que parfois, la personne la plus dangereuse dans la pièce, c'est celle que tu n'as pas encore vue.